Namaskaram Sadhguru. Sadhguru, l'un des 5 éléments des Panchabhuta est Akasha, l'espace. Et dans l'une de vos vidéos YouTube, je vous ai entendu, vous avez parlé d'éther. Vous avez parlé d'éther et d'espace et d'Akasha. Et là, dans votre discours sur le voyage dans le temps, vous parlez d'espace. Cet éther et cet Akasha, je suis un peu confus. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'éther? Je suis content que vous soyez confus. Parce que la confusion est un bien meilleur état que les conclusions stupides que l'on tire. Confusion signifie que vous cherchez encore, c'est bien. C'est mon intention, que vous restiez confus. Oui, parce que je veux que vous cherchiez, toujours. Personne n'a dit que l'Akasha, c'est l'espace, on a dit que l'Akasha, c'est l'éther. Ce n'est pas une traduction appropriée, mais raisonnable. L'éther n'est pas l'espace. L'éther est une certaine dimension de l'existence, subtile. Quand on dit espace, on parle de kala, ou de la non-existence. On parle de Shiva, ce qui n'est pas. Quand on dit Akash, on parle de ce qui est. Vous êtes ici. Vous êtes ici en tant qu'être humain. Il y a de nombreux niveaux, du grossier au subtil ici. Si vous êtes constipé, vous avez encore quelque chose de grossier en vous? Au-dessus de ça, il y a des aspects un peu plus raffinés du corps. Au-dessus de ça, il y a une bouffée d'air. Au-dessus de ça, il y a un cerveau et des pensées, des émotions et des tas de choses. Et il y a la vie qui entre et qui sort. Et il y a l'Akasha qui est impliqué. Il y a de l'eau, il y a de la matière physique, il y a de l'air, il y a de la température, il y a du feu. Et il y a l'Akash qui constitue celui-ci. N'essayez pas de comprendre cela, comprenez juste celui-ci comme il faut, parce que ceci est fait, c'est un mini-cosmos. Donc, si vous percevez celui-ci comme il faut, vous connaissez cela parce que, aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus, on l'a toujours dit dans la dimension yogique. Mais aujourd'hui, la physique moderne a construit ce qui s'appelle la théorie constructale, qui parle de la façon dont le principe de conception de l'univers, que ce soit au niveau atomique ou cosmique, est fondamentalement le même. Vous, en tant qu'être humain avec ce type de forme, une sauterelle, un ver de terre, un oiseau, une créature rampante quelque part, vous avez tous la même conception fondamentale, de l'atomique au cosmique. La conception fondamentale est la même. La complexité et la sophistication de l'évolution de cette conception en de multiples formes, c'est autre chose. Votre conception est bien plus compliquée et sophistiquée que celle d'une amibe. Mais la conception fondamentale est toujours la même. Seule la complexité augmente. Donc, n'allez pas essayer d'observer le cosmos, parce que vous n'avez pas une vue d'ensemble du cosmos. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous asseoir pour observer le cosmos. Et en fait, vous ne pouvez pas observer quoi que ce soit, à part ce qui se passe en vous. Même si vous prenez un télescope et regardez une étoile, l'étoile n'apparaît que de la façon dont elle se projette, dans votre mental, n'est-ce pas? Oui. Vous ne voyez aucune étoile. C'est pour ça que vous voyez des étoiles qui en fait n'existent pas. Beaucoup d'étoiles que vous voyez n'existent pas, mais elles sont projetées dans votre mental d'une certaine façon, et c'est comme ça que vous les connaissez. Ou en d'autres termes, vous ne pouvez faire l'expérience que de celui-ci, ou ceci est la seule porte par laquelle vous pouvez faire l'expérience de quoi que ce soit, que vous vouliez faire l'expérience de la nourriture que vous mangez, ou de l'air que vous respirez, ou des gens autour de vous, ou du monde autour de vous, ou du cosmos. Vous ne pouvez en faire l'expérience qu'à travers celui-ci. Si celui-ci est très clair, vous allez les voir tels qu'ils sont.
S'il a pris de nombreuses formes, vous allez les voir, de très nombreuses façons. De nos jours, je crois qu'en grande partie, les miroirs sont devenus plats. Vous savez? Même maintenant, je pense que si vous achetez un miroir bon marché, vous allez ressembler à ça. Mais si vous trouvez certains types de miroirs concaves, vous pouvez définitivement réduire votre poids en une journée. Vous vous mettez devant, vous ressemblez à un teckel. Donc, les miroirs vous donnent différentes impressions de vous-même. Imaginez que vous ayez toujours regardé votre visage avec un miroir légèrement déformé. Au bout d'un certain temps, vous allez vous dire que c'est à ça que vous ressemblez, oui ou non? Oui ou non? Vous pensez que vous ressemblez à ça, parce que tous les jours vous vous êtes regardé et c'est ça que vous avez vu, donc vous pensez que vous ressemblez à ça. Donc même maintenant, vous pensez que le monde ressemble à cela, simplement parce que c'est comme ça qu'il est projeté dans votre mental. Si vous faites évoluer ce mental vers une surface plus raffinée, qui n'est absolument pas ondulée, un miroir parfaitement plat, alors il va tout refléter tel que c'est, mais à l'envers. Vous savez, dans le miroir, tout est comme ça. Donc maintenant, vous devez avoir l'intelligence de corriger cela sans le déformer. Voyez, la plupart des gens n'arrivent pas à retourner un dosa comme il faut. S'ils essaient de retourner le dosa, il va devenir comme ça. Il faut une certaine habileté pour prendre quelque chose comme ça et le retourner sans le déformer. Donc c'est le problème avec le mental. Une chose, c'est que il est déjà fluctuant ou agité. Peu importe comment vous le maintenez, il reste à coup sûr fluctuant. Vous voyez le monde dans un miroir ondulé. Et il apparaît d'une certaine façon. Et la plupart des gens n'ont jamais essayé de retourner le miroir, parce qu'ils pensent que c'est comme ça. Quand vous voulez le retourner, il faut une certaine habileté pour être capable de le retourner sans le déformer. Donc vous avez deux problèmes. D'abord, aplanir le miroir pour qu'il ne soit pas déformé. Et ensuite, une bien plus grande tâche, le retourner sans aucune distorsion. Donc on n'a pas encore abordé ça dans votre vie. D'abord, retirez absolument toute distorsion au miroir. Cela, on y travaille encore. Cet air fait-il tout à fait partie de vous en tant que vie? Ceux qui ne disent rien, on va vous étrangler. Votre vie est étalée dans toute la pièce, n'est-ce pas? Ça, c'est physique. Même dans ce physique, il y a de nombreux niveaux de grossièreté et de subtilité, n'est-ce pas? Il y a des éléments très grossiers dans le corps, il y a des éléments plus subtils dans ce corps, il y a des pensées, il y a des émotions, il y a l'air que vous respirez, ou en d'autres mots, la vie va toujours d'une grossièreté extrême à de nombreuses subtilités. Ça dépend de plus vous l'étalez, plus vous avez de subtilité dans votre vie. À quel point vos ailes se déploient décide du niveau de subtilité. Donc maintenant, ce qu'on appelle akasha est une dimension subtile de la vie. Si on aspire l'akasha, vous ne pouvez pas exister ici. Si on aspire l'air de cette salle, vous ne pouvez pas exister ici. Bien que vous ne puissiez pas le voir, il est plus vital que vos cheveux, pardon. Parce qu'il y a plus de dépenses, il y a plus d'argent dépensé pour les soins capillaires sur la planète, à coup sûr bien plus que pour les soins du cerveau. Vous voyez où sont nos valeurs? Si vous arrachez tous vos cheveux, vous pouvez encore vivre. Si je vous coupe les oreilles, vous pouvez encore vivre. Si je vous coupe le nez, vous pouvez encore vivre. Si juste j'aspire cet air que vous ne pouvez même pas voir, la plupart du temps, vous n'êtes même pas conscient de son existence. Si j'aspire cet air, vous ne pouvez pas vivre un seul instant, n'est-ce pas? Si on aspire l'akasha, vous ne pouvez pas vivre un seul instant. Il y a un très... Vous savez, il y a un temple au Karnataka
dans le sud de l'Inde, qui s'appelle le temple Annapurneshwari. Quelqu'un du Karnataka? Vous avez été à Annapurneshwari? Donc, à l'arrière du temple, où la plupart des gens ne vont peut-être pas, parce que je fouille toujours dans les coins et recoins, les autres se contentent tous de regarder la déesse. Il y a une inscription en Allais Kannada, qui est l'ancien type de Kannada qui a plus de 3000 ans. Il y a une inscription qui parle de la façon de concevoir un avion dans un temps. Et ils disent, vous pouvez faire comme ça, mais si vous faites voler ces machines, cela va perturber l'éther de la planète. Si ça perturbe l'Akasha, lorsqu'ils disent Akasha, ne pensez pas à l'espace. Ils disent que si vous perturbez l'Akasha, alors les êtres humains ne connaîtront pas la paix dans leur vie. Une fois l'Akasha perturbé, alors les troubles psychologiques vont devenir énormes. Je pense que vous en êtes une preuve vivante. Je crois qu'il y a un vieux film de Manoj Kumar qui disait « Shore, des avions, et vous savez, les troubles que ça cause, et il est content que ses oreilles soient parties un jour. » Quelque chose comme ça, oui. Donc, si on aspire l'Akasha, ce corps physique n'existera pas un seul instant. Donc lorsqu'on dit Akasha, on parle toujours des 5 éléments, comme vous-même l'avez dit dans la question. Parmi les 5 éléments, l'Akash en est un. Donc lorsqu'on dit élément, on ne parle pas d'espace vide, on parle d'une substance en plus, comme la terre, comme l'eau, comme l'air, comme le feu. On parle d'un aspect de plus des 5 éléments. Donc ne confondez pas l'Akash avec l'espace vide. Devi travaille sur vous de telle façon que la réussite arrive plus facilement. Certains racontent des histoires miraculeuses. Tout dépend à quel point vous vous en imprégnez. C'est une occasion de vous rendre plus capable, de vous mettre aux commandes. Namaskaram Sadhguru, mon ami a un Avigna Yantra. Il lui a apporté énormément de prospérité, santé et bien-être, mais il y a des obstacles qu'elle n'arrive pas à surmonter. Pourquoi? Cet incident a eu lieu à Chennai. Tous les jours, quelqu'un allait au temple de Thiruvanmayur, une très longue distance, que tous les jours il parcourt en suppliant. Shiva, fais quelque chose. Toutes sortes d'imbéciles, celui-ci, tu les as rendus riches. Moi, rien. Je suis tellement pauvre. Fais quelque chose. Fais-moi juste gagner une loterie. S'il te plaît, fais-moi gagner une loterie. Après ça, je vais régler ma vie. Veille juste à ce que je gagne une loterie. Tous les jours, tous les jours. Un jour complètement brisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es mon Kula Deivam. Je gâche ma vie. Mon Kula gâche sa vie avec toi. Tu ne peux même pas me faire gagner une loterie? Shiva était d'humeur patiente ce jour-là. Donc il dit, « Achète au moins un ticket, s'il te plaît. » Voyez, ceci doit être compris. La Devi ne va pas travailler sur votre solde bancaire. Devi travaille sur vous de telle manière que vous êtes dans un état propice qui va faire que vous allez naturellement réussir. La réussite n'arrive pas parce que tu la souhaites. La réussite arrive parce que tu as adopté le bon genre de capacité et d'attitude en toi-même. Ton corps, ton mental, tout est calibré pour la réussite. Si tu ne te calibres pas pour la réussite, même si tu travailles dur 24 heures par jour, il n'y aura pas de réussite. Donc, la Devi ne fait que vous calibrer pour la réussite. Devi ne va pas remplir vos coffres.
Devi ne va pas remplir vos... Vous savez, ajuster le solde de votre compte banque. Donc votre ami, qui que ce soit, lui ou elle, qu'elle commence à faire quelque chose pour son bien-être. Elle verra à coup sûr que si elle est connectée à cette énergie, la vie va mieux fonctionner. Vous êtes calibré pour la réussite, mais la réussite n'est pas assurée. Elle n'est assurée pour personne. Elle n'est assurée pour personne. Je veux que vous le sachiez. Réussite veut dire que, à partir d'ici, je vais conduire. Pour arriver à destination avec succès, peu importe à quel point je conduis bien, je dois quand même conduire avec un certain bon sens, une certaine vigilance. Peu importe qui vous êtes. Cela est la nature de la vie, vous feriez mieux de le comprendre. Non, non, tous les jours, je suis assis comme ça, toute la journée, Sadhguru, je reste assis comme ça. Si vous restez assis toute la journée, à coup sûr, la réussite n'arrivera pas. Vous vous asseyez un certain temps, vous imprégnez de cette énergie, vous sortez et faites votre vie du mieux que vous pouvez. Vous verrez que les choses vont à coup sûr mieux marcher. Parce que la vie et la réussite ont lieu dans la mesure... Si vous voulez couper à travers quelque chose, réussir, c'est essentiellement couper à travers quelque chose. Si vous voulez couper à travers quelque chose, le tranchant de votre couteau va déterminer à quel point vous coupez vite et facilement, n'est-ce pas? C'est juste que votre mental, votre corps, vos énergies, plus leur focalisation est précise, plus ils vont couper rapidement. Donc, le yantra est juste l'endroit pour aiguiser votre couteau. Ce n'est pas l'endroit pour couper. Oui, vous aiguisez votre couteau pour que quand vous sortez, il coupe facilement à travers la vie. Donc le yantra n'est pas... Il ne va pas faire tomber l'argent du ciel, mais il va vous calibrer pour la réussite. La réussite aura lieu avec moins d'efforts qu'autrement. Cela, je suis sûr que beaucoup de gens en font l'expérience. Certains racontent des histoires miraculeuses. Tout dépend de à quel point vous vous en imprégnez. Donc, cela ne veut pas dire que dès que vous avez un yantra chez vous, demain quelqu'un va venir vous apporter les gains de la tombola, même si vous n'avez pas acheté le ticket. De telles choses n'arrivent pas, d'accord? Cela vous rendrait stupide, n'est-ce pas? Le divin ne vous fera pas de telles choses, parce que cela ferait de vous un parfait idiot, n'est-ce pas? Quand vous allez au restaurant, s'il vous plaît, utilisez votre main droite pour manger, d'accord? Devi, si ta grâce est sur moi, fais entrer la nourriture dans ma bouche. Ma main est bandée, je ne peux pas m'en servir. Ça ne marche pas comme ça. Si vos deux mains sont inutilisables, au moins vous devez regarder quelqu'un. Peut-être qu'ils vont vous nourrir. Au nom du divin, ne vous rendez pas infirme. Le divin rend plus capable. Le divin met aux commandes. Ce n'est pas une infirmité. La plupart des gens utilisent le divin comme un moyen de se rendre infirme. S'il vous plaît, n'utilisez pas la spiritualité et le divin pour vous rendre infirme. C'est une occasion d'augmenter vos capacités, de vous mettre aux commandes. Utilisez-le en conséquence. L'amour est devenu une chose pertinente dans la vie humaine, uniquement parce que l'émotion humaine est un aspect important d'être un humain. Dans la vie humaine, l'émotion est une chose très puissante. Même de nos jours, bien que les gens pensent qu'ils sont très intellectuels, même aujourd'hui, leurs émotions sont l'aspect le plus important. Oui ou non? C'est l'aspect le plus intense de leur vie. Ils prétendent qu'ils sont intellectuels, mais leur intellect n'est jamais si intense, mais leurs émotions sont intenses.
Peut-être pas l'amour, peut-être pas la compassion, mais peut-être la colère, peut-être l'irritation. Ce sont toutes des émotions. Donc l'émotion est un aspect très important de l'être humain. Maintenant, nous ne parlons que de... Quel genre d'émotion voulez-vous avoir? Maintenant, si vous... Avez-vous un mental? Avez-vous un mental? Oui. Voulez-vous un mental tranchant ou émoussé? Pourquoi? Ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas? De même, si vous avez des émotions, voulez-vous des émotions douces ou des émotions amères? Des émotions douces, ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas? Donc l'amour veut dire juste cela. Vous avez transformé vos émotions en de la douceur. Maintenant, je veux être amoureux sans émotion. C'est une idée très européenne. L'amour est une émotion. C'est la douceur de votre émotion que nous qualifions d'amour. Si cette même émotion devient amère, nous l'appelons haine. D'habitude, ce sont les personnes que vous aimez, que vous haïssez, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, vous les aimiez, maintenant vous les haïssez. Vous ne haïssez pas cet homme qui ne fait que marcher dans la rue, n'est-ce pas? Un certain amour doit avoir eu lieu, et maintenant la pièce est tombée sur l'autre face, et maintenant c'est devenu de la haine. Oui? Donc c'est juste la même pièce, si elle tombe comme ceci, ça devient de l'amour, si elle tombe comme ça devient de la haine. Ne pensez pas qu'ils soient trop éloignés. Ils sont plutôt proches. Une petite chose tourne mal, l'amour devient haine, n'est-ce pas? Alors, comment être amoureux sans émotion? L'amour est une émotion. Maintenant, le choix est seulement, désirez-vous que vos émotions soient douces, agréables ou des émotions désagréables? C'est votre choix. C'est un choix évident, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens gardent leurs émotions amères la plupart du temps. L'amertume ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dans une haine active. Ils sont dans l'irritation, ils sont dans l'agitation. Ils sont dans un certain type de... La peur est aussi une émotion, l'anxiété est une émotion. C'est dans un certain degré de désagrément. Si vous rendez vos émotions très agréables, alors la vie sera très agréable. Même aujourd'hui, la plupart des gens vivent un moment d'amour comme l'expérience la plus profonde de leur vie. Ce ne l'est pas. Mais ils le vivent de cette façon parce que c'est la chose la plus intense qu'ils aient touchée. C'est la dimension la plus profonde de la vie qu'ils aient touchée, un moment d'amour. Donc ils l'élèvent aux cieux. Les gens le transportent aux cieux. Les gens parlent d'amour divin. Vous ne savez pas si Dieu aime ou pas. Les êtres humains sont capables d'aimer, s'ils en ont la volonté. Le chien est capable d'aimer. Quand les êtres humains vous déçoivent, vous vous procurez un chien. Si vous avez un chien, c'est une histoire d'amour garantie pour 12 ans. Oui. Ne sous-estimez pas ceci. Vous vous procurez un chien, chaque jour vous rentrez à la maison, quel accueil vous recevez. Votre épouse, elle n'est pas bien. Un jour elle est comme ci, un autre jour comme ça, vos enfants, ils ne s'intéressent pas à si vous rentrez ou partez de la maison. Mais votre chien, chaque jour, quel accueil enthousiaste il vous donne. Personne n'est capable de ça, n'est-ce pas? Chaque jour, sans faute. Il ne vous montrera jamais d'indifférence. Il est un tel coup de pouce pour vous. Vous savez? Un chien est amour, à coup sûr. C'est peut-être juste une faute d'orthographe. Vous savez, des fautes de frappe peuvent arriver. Maintenant, si vous vous êtes façonné d'une façon telle que personne autour de vous ne puisse vous aimer, alors votre seul secours, c'est
Quelqu'un doit vous aimer à distance, depuis là-bas. C'est une façon malheureuse de vivre. Dieu vous aime, c'est la façon la plus malheureuse de vivre. Ça veut dire que vous vous êtes façonné de telle manière que personne ne peut même vous regarder. Si les gens autour de vous ne peuvent s'empêcher de vous aimer, ça c'est une belle manière d'être, n'est-ce pas? Vous n'êtes peut-être pas exceptionnel, vous êtes peut-être mignon au moins. Oui? Donc, en yoga, on ne voit jamais rien en tant qu'amour, haine, bonheur, malheur, on ne voit pas ça comme ça. On voit ça juste comme ceci. Voulez-vous être plaisant ou déplaisant? Si vous devenez plaisant dans votre corps, on appelle cela la santé. Si vous devenez très plaisant, on appelle ça le plaisir. Si votre mental devient plaisant, on appelle ça la paix. S'il devient très plaisant, on appelle ça la joie. Si vos émotions deviennent plaisantes, on appelle ça l'amour. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça la compassion. Si vos énergies vitales deviennent plaisantes, on appelle ça la félicité. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça l'extase. Si votre environnement devient plaisant, on appelle ça le succès. Donc, les autres qualificatifs que vous utilisez ne font que mener à la confusion. Devrais-je être aimant? Vous n'avez pas à être aimant. Soyez simplement plaisant dans votre corps, plaisant dans votre mental, plaisant dans vos émotions, plaisant dans vos énergies, vous serez un être merveilleux. Si vos émotions sont plaisantes, si quelqu'un arrive ici, vous pouvez partager cette douceur avec lui. Si vos émotions sont déplaisantes, à coup sûr vous partagez ça avec les gens, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas. Si celui-ci se sent agréable, il va naturellement être plaisant envers tout. Si maintenant celui-ci se sent désagréable, il va être vilain envers tout. Donc au lieu de voir comment rendre celui-ci plaisant, vous voulez être plaisant pour quelqu'un, c'est-à-dire être aimant. Vous n'avez pas à être aimant. Si tout en vous est devenu plaisant, ce qui est nécessaire à cet instant, vous allez le faire. Si vous devez dire des choses plaisantes, vous allez dire cela. Si vous devez dire des choses dures, vous allez dire cela. Mais sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous, c'est important, n'est-ce pas? Si vous deviez faire la guerre, vous la feriez, sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous. C'est important. Alors vous feriez tout, seulement dans la mesure où c'est nécessaire. Vous n'allez rien exagérer. Si vous dites « j'aime quelqu'un », vous allez exagérer des choses. Au sujet des gens que vous aimez, vous allez exagérer les bonnes choses à leur sujet. Si vous dites « je hais quelqu'un », vous allez exagérer les mauvaises choses à leur sujet. Vous ne verrez jamais rien tel que c'est. Les gens deviennent aveugles avec les choses qu'ils aiment, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de bon sens, ils vont perdre tout leur bon sens. S'ils haïssent aussi, ils perdront leur bon sens. Si vous aimez, vous perdrez votre bon sens. Si vous n'aimez pas, vous perdrez votre bon sens. La porte d'entrée de la vie est d'être équanime, où vous êtes capable de voir toute chose telle qu'elle est. Maintenant, vous êtes agréable avec quelqu'un, non pas parce que quelqu'un est gentil. Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable, c'est tout. C'est une meilleure garantie. C'est une histoire d'amour mieux garantie, n'est-ce pas? Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable. Si je suis agréable avec vous parce que vous êtes gentil, demain, si vous n'êtes pas aussi gentil, quelque chose d'autre va se produire, n'est-ce pas? Si vous hypothéquez votre état agréable à quelque chose à l'extérieur de vous, que vous soyez agréable ou désagréable sera seulement un hasard. Maintenir celui-ci agréable est votre affaire. Si celui-ci est agréable, quelle que soit l'interaction, il produira de l'agréable. Maintenant, vous n'avez pas réussi à rendre celui-ci agréable, vous essayez d'être agréable avec quelqu'un. Et cela dépend de tant de choses. Pour que vous soyez agréable, ils doivent être façonnés tels que vous le voulez. Et cela n'est pas possible. Personne ne peut être façonné tel que vous le voulez.
Vous n'êtes pas capable de faire ça même avec une seule personne, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas façonner une seule personne telle que vous la voulez. Oubliez le monde entier. Plus vous essayez ceci, plus il y aura d'amertume et de désagréments. C'est pourquoi, dans les soi-disant relations les plus intimes, il y a un maximum de désagréments. Donc c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que vous n'êtes pas. Vous essayez d'être aimant, quand vous n'êtes pas plaisant. Quand vous vous sentez amer, essayez d'être aimant et vous verrez, ça va vous détruire, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez essayé toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est destructif. Quand vous vous sentez agréable, ça ne demande aucun effort. Donc, il vous suffit de regarder pourquoi le fait que vous soyez agréable ou désagréable est-il dépendant des situations externes? Si tout le monde autour de moi est désagréable, comment puis-je être agréable? Particulièrement si tout le monde autour de vous est désagréable, il est d'autant plus important que vous soyez agréable, n'est-ce pas? Oui ou non? Si tout le monde autour de vous est dans un mauvais état, n'est-il pas d'autant plus important que vous soyez agréable? Si tout le monde autour de vous est en mauvaise santé, n'est-il pas très important au moins que vous soyez en bonne santé, même si vous voulez prendre soin d'eux? Y a-t-il une logique dans « tout le monde est en mauvaise santé, donc je vais aussi tomber malade » ? Quelle est la logique derrière cela? Donc si les gens autour de vous sont déplaisants, ça devient encore plus important que vous soyez plaisant. Maskaram à tous. Où que vous soyez, j'espère que vous restez tous en bonne santé à la maison. C'est incroyable, tout un tas de gens qui se demandent comment rester à la maison. Comment rester à la maison sans conflit? Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est important pour un être humain d'apprendre à fermer les yeux et à s'asseoir. Vous ne connaissez aucune méditation, ça n'a pas d'importance, fermez juste les yeux et asseyez-vous tout simplement. Le but de fermer les yeux est simplement ceci. Si vous ouvrez les yeux, il y a des données qui arrivent des 5 organes sensoriels, mais les données visuelles sont les plus fortes. Les données qui ont le plus d'impact pour les êtres humains sont les données visuelles. Imaginez que vous soyez... Aujourd'hui, tout est politiquement sensible. Mais imaginez que vous soyez un chien. On n'utilise en rien le mot chien de façon péjorative. Parce qu'il y a tout un tas d'idiots là dehors, si vous dites chien, oh il a dit chien, il nous a appelés chiens. De nos jours, les chiens sont extrêmement valorisés, on s'en occupe mieux qu'on ne s'occupe des hommes. C'est comme ça. Donc disons que vous êtes un chien. Alors, vous verriez, vos impressions du monde seraient plus en termes d'odeur. Vous ne voyez pas les choses aussi bien que les êtres humains. Mais ils les sentent, tous les carnivores sont comme ça. Si vous avez déjà été dans la jungle, vous verrez que s'ils veulent savoir quelque chose, ils mettent leur nez en l'air. Ils n'essaient pas de voir, parce que leur vue n'est pas aussi bonne que leur odorat. Leur odorat est extrêmement fin, et ils peuvent vous sentir à 1 kilomètre. Ils n'ont pas besoin de vous voir, juste en vous sentant, ils savent. Mais pour l'être humain, l'appareil visuel étant dominant, en fermant les yeux et en vous asseyant, lentement vous allez arriver à un point où, si vous fermez les yeux, le monde a disparu. Si vous faites simplement ceci dans votre vie, vous verrez que vous naviguerez à travers
n'importe quel genre de situation dans la vie et la mort ne sont pas un problème si vous avez juste cette capacité que lorsque vous fermez les yeux, le monde disparaît. C'est ça l'idée quand vous fermez les yeux. Si vous fermez ces obturateurs, vous ne devriez pas voir. Parce que l'œil n'est qu'une caméra, si vous mettez le capuchon devant l'objectif, il ne devrait pas capturer quoi que ce soit. Mais les yeux fermés, la mémoire joue sans cesse, à partir de ce que nous avons déjà accumulé. Donc, c'est là qu'est le tourment. À cause de cela, si vous avez du travail, vous aurez des problèmes, si vous n'avez pas de travail, vous aurez des problèmes. Ceci est un moment test, pas parce que vous êtes à la maison, c'est un moment test parce que comment traverser cette situation sans que la nation et le monde soient lourdement, vous savez, infectés par ce virus? Comment faire en sorte qu'il ne fasse pas de très nombreuses morts dans nos sociétés? C'est ça le défi. Il y a beaucoup à faire pour ça. Mais en ce moment, tout un tas d'êtres humains se plaignent. Comment être en famille? Comment être à la maison? Quand la maison est-elle devenue un endroit si terrible? Non, non, il ne s'agit pas de la maison. Vous verrez, si vous fermez les yeux et vous asseyez, ça va devenir encore plus terrible. C'est vous. Je plains vraiment les autres membres de la famille. Si, lorsque vous fermez les yeux, vous vous torturez. Si vous ouvrez les yeux, de toute évidence, vous allez torturer les autres. Si vos yeux sont ouverts, vous allez torturer ces gens. Les yeux fermés, vous allez vous torturer vous-même. Vous devez comprendre ceci, si vous êtes assis tranquillement quelque part, ce qui se passe dans votre mental, si vous êtes sincère là-dessus, et prêtez attention à ce qui se passe, ou s'il y a une façon d'enregistrer cela et que vous l'enregistrez et ne le dites à personne, c'est votre mental. Vous le donnez à un expert, ok? À un psychanalyste ou qui que ce soit. Quiconque voit ça va dire, ceci est le mental d'un fou. C'est ainsi que la plupart des êtres humains se sont maintenus. C'est la raison pour laquelle ils doivent être occupés par quelque chose de façon compulsive. S'ils n'ont rien à faire, ils doivent avoir un hobby. Ils ne peuvent pas être assis à un endroit. Les gens font collection de vieilles clés, de vieux timbres, de vieux je ne sais quoi. Je n'ai rien contre tout ça, mais je veux que vous compreniez que vous essayez juste de gérer les conflits de votre mental. Rien ne marche, vous buvez, vous vous droguez. Eh bien, c'est le moment de vous occuper de ça. Comme vous ne l'avez pas fait vous-même, le virus et la police forcent les gens à rester chez eux. Aux États-Unis, toute l'armée est partout. L'armée des États-Unis est dans tous les États-Unis, dans toutes les villes, à renvoyer les gens chez eux. Donc maintenant, ça a lieu de force. Au moins, utilisez cette période pour vous tourner vers l'intérieur, pour fermer les yeux et vous asseoir. Comprenez simplement quelle est la nature de votre mental. Vous ne le saurez que si vous fermez les yeux. Autrement, vous allez continuer à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde en permanence. Donc, ce que nous faisons, ce simple mantra, vous devez comprendre que ce qu'on appelle un mantra est simplement une certaine géométrie sonore. S'il est prononcé comme il faut, ce mantra est spécialement conçu pour générer ce qui s'appelle samadhi prana. Il y a 5 dimensions de prana vayu dans le système. Samadhi prana est ce qui est responsable du processus respiratoire et du processus de pensée, et ça génère de la chaleur. C'est le prana vayu qui est fondamentalement responsable du processus respiratoire et du processus de pensée. Mais sans le feu du samadhi prana, prana vayu ne peut pas fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle n'importe quel kriya ou pranayam que vous faites, la première chose est de générer de la chaleur, parce que sans générer d'ushna, les autres dimensions ne peuvent pas vraiment décoller. Donc, une chose est de générer de la chaleur parce que cela va aussi considérablement renforcer le système immunitaire. Ne pensons pas que maintenant je fais mes kriyas donc je peux sortir de façon irresponsable. Non,
Je n'ai jamais dit que vos kriyas ou vos mantras sont une solution pour le corona. Ils n'en sont pas une. Ils renforcent votre système. Si vous ne les faites que maintenant par peur, ça va prendre 4 à 6 semaines pour véritablement se manifester. Mais si vous les faites régulièrement, vous pouvez sentir la différence dans la façon dont votre corps est bien plus résistant que celui de bien des gens. Donc, ce pack comprenant le mantra et Isha Kriya, qui va apporter de l'équilibre à votre système, je crois qu'il a été publié? Pas encore? Il va être publié aujourd'hui, s'il vous plaît. Faites usage de cela où que vous soyez, parce que la vie nous a donné une pause, utilisons-la pour notre bien-être. Ne traversons pas cette période dans la panique et la peur. S'il vous plaît, des questions, s'il y en a. Namaskaram Sadhguru. La première question est de Lavanya. Sadhguru, il y a 2 jours, vous avez dit que le virus ne veut pas vous tuer, et votre corps est leur habitat. Quelques personnes qui se disent intellectuelles sur Twitter se moquent de cette déclaration, hors de son contexte. Pouvez-vous apporter une clarification? Est-ce réellement vrai que le virus ne veut pas causer la mort? Eh bien, à part les êtres humains, aucune autre créature ne veut détruire son habitat. Il n'y a que les êtres humains qui sont connus pour faire ça. Donc ils ne le font pas non plus délibérément, ils le font inconsciemment. De même, le virus aussi le fait inconsciemment. Il veut vivre en vous, mais il exagère son action, et vous et moi pourrions mourir. Eh bien, je dois vous raconter ça. J'avais 17 ans, et à cet âge, vous savez, j'avais eu la rougeole, j'avais eu la typhoïde et une récidive, j'avais eu la varicelle. Vous voyez, j'ai une preuve sur le nez. Toutes sortes de choses, tout ce qu'un jeune enfant ou un garçon peut attraper. Mais dans tout ça, je n'ai jamais vraiment... Ça ne m'a jamais vraiment mis au tapis. Même lorsque j'ai eu une récidive de typhoïde, avec une forte fièvre, je jouais encore et faisais des choses. Le seul avantage, c'est que vous n'aviez pas allé à l'école. Donc j'aimais ces choses. Peu importe comment ils les appelaient, je les aimais vraiment parce que vous n'aviez pas allé à l'école, vous séchiez officiellement. Mais à 17 ans, j'ai attrapé le choléra. J'ai remarqué ce fichu truc, 24 heures après l'avoir remarqué, ça m'a juste cloué au sol et refroidi. Eh bien, je suis quasiment inconscient, j'entends ma mère, ma grand-mère, toutes en train de pleurer, « Oh, ce garçon est perdu, ce garçon est perdu !» Et ma grand-mère qui me touche le nez, « Mon Dieu, le nez est froid, c'est fini pour lui !» Tout le monde qui pleure, et mon père est... Il est médecin, il essaie de faire tout ce qu'il peut. Ensuite, 2 autres médecins arrivent et... Vraiment, j'étais en train d'y passer complètement, en juste 2 heures. Mais le lendemain soir, je me suis redressé. Le 2e jour, je me suis levé et j'ai commencé à vouloir sortir et ils ont dit « Tu ne peux pas sortir » et ils m'ont enfermé dans la chambre. Mais j'ai dit « Au moins laissez-moi aller sur la terrasse, pour que je puisse bouger un peu. » Alors ils m'ont laissé aller sur la terrasse. Ça m'a un peu dérangé qu'un petit... Jusque-là, j'avais eu beaucoup de choses, je les avais appréciées parce qu'elles m'avaient dispensé d'aller à l'école. Mais là, cette fichue chose m'avait assommé à tel point que j'étais presque mort. Donc je voulais savoir, ce n'est pas l'époque d'Internet et de Google, où vous pouvez simplement demander. Donc je suis allé à la bibliothèque de l'école et je me suis renseigné auprès de la bibliothécaire, et elle m'a donné un livre sur les pathogènes. Je n'avais jamais entendu ce mot jusque-là, parce que j'allais rarement en cours de biologie. Donc, j'ai lu ce livre en entier. Il comprenait diverses choses et
ce qu'ils font et tout. Ensuite, ça m'a dérangé, la façon dont cette petite chose que je ne peux même pas voir peut m'assommer comme ça. Alors, je suis allé voir mon père pour discuter avec lui. C'était un médecin accompli. Et il m'a expliqué beaucoup de choses, et j'ai dit... Je n'aime pas ça, cette fichue chose m'a quasiment tué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors il m'a raconté beaucoup de choses, sur ce que sont ces choses qui ne m'ont jamais quitté. Même maintenant, je me rappelle de chacun des mots qu'il a dit et ce que j'ai lu dans ce livre aussi. Parce que c'était un défi expérientiel pour moi. Ce qui m'était arrivé était une chose qui menaçait ma vie, donc... Je n'avais pas peur, mais... C'était comme être battu dans un match de hockey ou de cricket, vous savez? C'est comme ça que je me sentais. Donc, que sont les pathogènes? Que ce soit une bactérie ou un virus, il y en a de toutes sortes. Une chose, c'est que, là maintenant par exemple, le corona. Vous voyez, il vivait plutôt bien dans les animaux sans en tuer aucun. Maintenant, il a sauté sur l'être humain. Et il fait toujours la même chose que ce qu'il faisait dans d'autres animaux. Mais nous ne sommes pas capables de tenir le coup, et nous nous effondrons. Eh bien, cela aussi a été clairement établi maintenant que la plupart des êtres humains dont les systèmes immunitaires sont bons s'en remettent. Mais ceux qui ont un système immunitaire plus faible deviennent malheureusement victimes de ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il veut vivre, mais il vit tellement agressivement qu'on a une chance de mourir. Eh bien, de nombreux scientifiques en parlent, mais même ce que j'ai lu à cette époque, je n'avais que 17 ans, je vous le rappelle, même à l'époque, c'était expliqué, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, autrement je l'aurais cité. Même à l'époque, ils expliquaient clairement que la plupart des virus et bactéries qui entrent en nous, qui sont en nous en ce moment, qui de bien des façons contribuent à notre processus de vie, sans nous faire de mal, ils nous ont peut-être fait beaucoup de mal à une époque, mais ils comprennent que s'ils vivent comme ça, ils vont détruire leur propre habitat. Donc ils vont muter en quelque chose de plus doux, au bout d'un certain temps, et ensuite apprendre à vivre avec nous. Ils vivaient avec d'autres animaux confortablement, d'autres animaux survivaient confortablement avec eux. Ceci est la nature de la vie. Une chose est dans l'autre, une chose est dans l'autre, tant de formes de vie, des trillions de formes de vie sont toutes imbriquées les unes dans les autres. C'est aussi notre cas. Des trillions de bactéries et de virus vivent là-dedans à cet instant. Mais, par exemple, si vous faites un test Mantoux, je parle des Indiens, parce que ces temps-ci, ces 3-4 dernières semaines, nous regardons qui est étranger et qui est indien, pas du fait d'une quelconque discrimination raciale. Nous voulons savoir d'où ils viennent, s'ils viennent d'Italie ou de Chine, d'où ils viennent. Voyez maintenant, l'Italie est devant la Chine. C'est une situation vraiment malheureuse. Mais, par exemple, si vous faites un test Mantoux à des Indiens, nous allons presque tous échouer au test Mantoux. Le test Mantoux est pour les bactéries de la tuberculose. Presque tous les Indiens vont échouer à ce test parce que nous avons tous des quantités importantes de bactéries de tuberculose en nous, mais nous ne sommes pas malades de la tuberculose. Eh bien, ils ont trouvé un autre nom, ils appellent ça complexe primaire ou autre, qui a lieu chez les enfants, mais où certains symptômes apparaissent. Nous avons tous cette bactérie, nous allons échouer au test Mantoux, mais nous n'avons pas de symptômes de tuberculose en nous. Parce que nous avons appris à vivre avec elles, elles ont appris à vivre avec nous. Elles savent que si elles vivent de façon trop agressive, comme nous vivons sur cette planète en ce moment, elles savent qu'elles vont perdre leur habitat. Donc elles vont muter pour être une vie plus douce. Donc ce n'est pas de la science de pointe, c'est là depuis toujours, c'est là depuis au moins une centaine d'années. Donc,
Ces gens qui prétendent être intellectuels, eh bien, on dirait qu'ils ne sont même pas allés au lycée, parce que j'étais au lycée à l'époque quand j'ai lu ceci. Cela faisait partie de notre bibliothèque, donc c'était probablement dans le livre de cours aussi, mais je ne l'ai pas lu. Peut-être que ces intellectuels ne sont même pas allés au lycée. Ils pensent que la qualification requise pour être sur Twitter est d'avoir un cerveau d'oiseau. Ils pensent que c'est la qualification requise pour tweeter. Eh bien, il est malheureux qu'à un moment comme celui-ci, où nous faisons face à un désastre imminent, pour la nation, pour le monde, à tel point que des pays déploient leurs forces armées contre leurs propres citoyens, à l'heure actuelle. Vous devez comprendre à quel point c'est grave. À quel point c'est grave que toute l'armée des États-Unis soit déployée pour empêcher les gens de sortir dans la rue. La police indienne est là, dans les rues, à imposer cela agressivement. C'est parce qu'ils réalisent à quel point la situation est grave. Mais même à un moment comme celui-ci, ces gens ne peuvent pas se lever et faire quelque chose d'utile et de positif pour quelqu'un autour d'eux. Tout ce qu'ils font, ce sont ces bêtises. Ils pensent qu'ils ont obtenu un doctorat ou qu'ils sont devenus doctorants sur Twitter. Ils auraient dû devenir docteurs pour oiseaux, au moins. Eh bien, il est très malheureux qu'il y ait une tranche de la population qui se fiche de ce qui arrive aux gens autour d'eux, qui se fiche de ce qui arrive à la nation, qui se fiche de ce qui arrive au reste de l'humanité. Tout ce qu'ils ont, c'est leur propre vitriol à répandre du poison en permanence. Eh bien, j'espère qu'au moins le virus va les guérir de ce poison. Pendant ces quelques jours où ils vont être avec eux-mêmes, j'espère qu'ils vont se lever et faire quelque chose d'utile. S'il vous plaît, faites quelque chose, qui que vous soyez, je ne sais pas qui ils sont, qui que vous soyez qui raconte ces bêtises. S'il vous plaît, faites quelque chose d'utile. Quel est le problème? Je sais quel est votre problème, je ne veux pas parler de ça maintenant. Là, tout de suite, il y a un désastre imminent. Si on ne gère pas cette situation comme il faut, nous nous dirigeons vers un désastre majeur, où des millions de vies pourraient simplement disparaître. Quand on est dans une telle situation, c'est tout ce que vous savez faire. Quand j'ai dit que ce n'est pas le moment de critiquer notre système de santé ou notre ministre de la Santé, ce n'est pas le moment. C'est le moment pour tous de se lever et de faire quelque chose, n'importe quelle petite chose positive que nous pouvons faire dans nos vies. Parce que ce n'est pas un moment ordinaire. En tant que génération, nous n'avons jamais fait face à ce genre de situation. Il faut que les gens comprennent cela. Nous n'avons jamais fait face à ce genre de situation. Ceci est une urgence plus forte que les guerres que vous avez connues dans vos pays. C'est une urgence plus forte que tout ce que vous avez connu. Ça peut passer sans trop de dégâts si nous nous comportons de façon responsable et faisons les choses positives qui sont nécessaires. C'est ce que je leur demande aussi. Peu importe, même si la taille de leur cerveau est celle d'un oiseau. Ce que je dis, c'est que même les oiseaux peuvent contribuer. La prochaine question est de Manisha. Nous avons entendu que dans notre culture, il y a bien des façons de renforcer l'immunité avec les ressources locales disponibles à la maison. Pouvez-vous nous éclairer sur la façon d'augmenter sa résistance en utilisant des remèdes maison? Eh bien, renforcer l'immunité n'aura pas lieu en un jour, il faut le savoir. En général, je crois que, pour diverses raisons, si l'on regarde les modes de vie, si l'on regarde les habitudes alimentaires, je pense que cela doit être vérifié médicalement. Je pense que les gens d'Inde du Sud ont un meilleur système immunitaire que tout un tas de gens dans le monde. Simplement du fait des habitudes alimentaires et des pratiques et du climat et de divers autres aspects. Vous devez comprendre que dans un climat tropical, il y a plus de formes de vie que partout ailleurs, y compris les micro-organismes. Il y en a beaucoup et de très nombreuses sortes.
Donc rien qu'en vivant ici, le système devient plus résilient, parce que nous sommes exposés à ces choses en permanence. Cela est un aspect. Une autre chose est la nourriture, une autre sont les modes de vie. Tous ces aspects sont présents, étant des communautés agricoles en grande partie. La plupart d'entre nous, si pas à cette génération, à la génération d'avant, nous sommes tous issus de la communauté agricole. Donc les gens vivaient à la campagne, cela en soi leur donnait une très grande force. Dans la plupart des autres parties du monde, plus de 80% de la population s'est éloignée de l'agriculture il y a probablement 100 ans. En Inde, nous n'avons commencé à quitter les campagnes que lors des 25-30 dernières années. Cet avantage est encore présent chez nous. Il ne va pas durer si tout le monde commence à vivre dans des immeubles sans être en contact avec le sol et commence à vivre comme des rats de laboratoire protégés de tout. Eh bien, notre immunité aussi va décroître. Mais je pense que nous avons toujours cet avantage. Mais là, maintenant, que puis-je faire pour booster mon immunité? Comme je l'ai dit, ce n'est pas une solution qui marche en un jour, mais sur la durée, vous pouvez y arriver. Eh bien, laissez-moi vous parler de choses qui sont très largement disponibles. Une chose c'est, il faut que je dise ça, vous savez. Nous sommes du genre cendre sacrée. Nous sommes toujours enduits de cendre d'une manière ou d'une autre. Il y a différentes sortes de cendres, si vous savez comment les utiliser. Je ne peux pas donner des instructions là-dessus. Sur Internet, mais si vous apprenez à les utiliser comme il faut, ça aide. Le neem est disponible dans quasiment tout le pays, à part dans les zones montagneuses. Consommez tous les jours des feuilles de neem. Le curcuma est toujours disponible. Maintenant, ils fabriquent ce qui s'appelle le nano-curcuma, avec lequel le taux d'absorption est bien plus élevé qu'avec le curcuma habituel. Cela aussi renforce considérablement votre système immunitaire. Si vous faites tremper des groseilles ou de l'amla dans du miel pendant la nuit, avec du poivre en grains, du poivre noir ou du poivre vert. Le poivre vert, pour ceux qui sont dans d'autres pays, le poivre vert n'est pas du piment. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est du poivre cru. La graine de poivre, lorsqu'elle est crue, que vous n'avez peut-être jamais vue dans la plupart des parties du monde, ici c'est une chose ordinaire, c'est disponible. Donc trempez ça dans du miel et tous les jours, environ 3 cuillères 3 fois par jour. Toutes ces choses marchent, d'autant mieux que vous êtes à jeun. C'est la première chose que vous prenez. Si vous faites ces choses, vous pouvez constater un net renforcement de votre système immunitaire. Je dirais qu'en 4 à 8 semaines, on peut constater une nette amélioration de son système immunitaire. Il y a des pratiques yogiques qui sont difficiles à enseigner, mais là tout de suite, le simple fait de réciter un chant et de faire Isha Kriya, cela aussi va renforcer votre système immunitaire. Soyons très clairs là-dessus, ce n'est pas un traitement contre le coronavirus, ni une protection. J'ai récité le chant, donc je peux sortir et agir de façon irresponsable, ça ne veut pas marcher comme ça. Ce sont des choses que vous faites sur la durée et qui renforcent votre système. Pour que, quand le prochain virus arrive, vous puissiez être un peu mieux préparé pour gérer cela, si vous êtes là. Oui, ne prenez pas cela à la légère. Ne prenez pas cela à la légère. À l'heure actuelle, c'est un défi pour chacun d'entre nous de rester en vie pendant cette période. C'est ce que ça veut dire. Ne pensez pas que c'est une chose éloignée qui arrive à quelqu'un d'autre, en Chine ou en Italie. À l'heure actuelle, si vous restez en vie dans ces 6 à 8 mois, cela veut dire que nous avons géré cela de façon responsable. Si chacun d'entre nous reste en vie, cela veut dire qu'on est bon, qu'on a vécu de façon consciente et responsable, c'est ce que ça veut dire. C'est malheureusement ce que les gouvernements doivent faire appliquer de force. Parce que tout un tas de gens semblent ne pas réaliser que cela est nécessaire. Et ils pensent que c'est une espèce de fiction. Ce n'est pas de la fiction. C'est un danger imminent que nous devons gérer comme... Faisons le chant, s'il vous plaît.
Ceux qui ne réussissent pas pensent que si tu lis 10 points dans un livre, tu vas réussir. À quoi ressemble la réussite? Qu'est-ce que ça requiert? Sans la moindre influence, vous devez rester seul. Si vous vous rendez capable, les autres vont dire que vous avez réussi. S'il y avait des conseils pour réussir, tout le monde aurait réussi. Il n'y a pas de conseils pour réussir. Concrètement, il faut faire 1 million de choses. Seuls ceux qui n'ont pas beaucoup de succès, ou ceux qui n'ont pas de succès, pensent que, quelque part, si vous lisez 10 points dans un livre, vous allez réussir. Ceux qui réussissent, ils savent qu'ils sont pliés en 4 et font du cirque quotidiennement. Ok? Il n'y a que dans les soirées qu'ils se tiennent droit. Le reste du temps, ils sont pliés en 4, ok? Vous devez comprendre ceci. Si vous voulez réussir, ne recherchez pas la réussite. Ce que vous recherchez, c'est la compétence. Si vous vous rendez capable, et si vous faites quelque chose bien, les autres vont dire que vous êtes une réussite. Si vous pensez « j'ai réussi », c'est stupide, n'est-ce pas? Vous faites quelque chose et vous le faites bien. D'autres gens dans la ville ou dans le pays ou dans le monde, les gens vont dire « oh, il fait quelque chose de vraiment réussi ». Ils vous admirent, c'est bien. Vous vous admirez, c'est de la folie. Ok? Ne cherchez pas la réussite. Cherchez à vous donner les moyens, cherchez à vous rendre compétent. Faites du mieux que vous pouvez. Vous ne pouvez pas faire aussi bien que quelqu'un, mais vous pouvez faire du mieux que vous pouvez. Donc si vous faites de votre mieux, si votre mieux est d'un niveau suffisant, le monde va le reconnaître. S'il ne l'est pas, vous serez heureux. Donc, à quoi ressemble la réussite? Qu'est-ce que ça requiert? Eh bien, vous savez, je connais des familles et des amis qui prennent toujours leur petit déjeuner à l'heure. Et après le petit déjeuner, bien sûr, ils doivent prendre un café. Après le café, bien sûr, ils doivent allumer une cigarette et s'asseoir gentiment, parce qu'ils essaient d'être en paix. Et puis, ils vont aller travailler. Rentrer à l'heure exacte pour le déjeuner, déjeunent, se reposer 1 ou 2 heures, dormir, puis le soir, ils prennent un thé et puis ils fument, et à nouveau, ils vont travailler. Et vers 20h, 20h30, ils sont rentrés chez eux pour le dîner, et puis peut-être d'autres choses, une boisson, et ci et ça, n'importe. Mais ceux qui ont très bien réussi, que ce soit dans la musique, le sport, l'art, les affaires, le processus spirituel, peu importe quoi. Ces gens-là ne savent jamais quand ils ont mangé, quand ils ont dormi, quand ils se sont reposés l'après-midi. Je n'ai jamais vu une telle chose dans ma vie. Donc, ceux qui sont déterminés à réussir dans quoi qu'ils fassent, un aspect important de leur vie, c'est que ils ne se posent pas à chaque fois que c'est un peu confortable. Parce que le confort arrivera quand ils vous descendront dans la tombe, là où vous êtes très confortable. Pour le moment, il s'agit de s'assurer qu'il y ait de la profondeur au niveau de l'expérience et de l'impact au niveau de l'activité. Parce que s'il vous avait donné une quantité illimitée de temps, vous pourriez faire toutes ces choses, rien de mal, je ne suis pas contre elles. Mais ils vous ont donné si peu de temps avec un si grand potentiel d'être humain, c'est ça le problème. Pour chacun d'entre vous, votre vie est précieuse, n'est-ce pas? C'est une vie précieuse. Si quelque chose est précieux, où voulez-vous investir cette vie? Parce que ce que vous appelez ma vie est juste une certaine quantité de temps et d'énergie, n'est-ce pas? Oui? Pendant que vous êtes assis ici, votre vie fait tic-tac, ou pas? Ce qui fait tic-tac, ce n'est pas le temps. Ce qui fait tic-tac, c'est votre vie. Oui ou non?
Donc cette énergie que vous appelez ma vie, comment allez-vous l'investir? Parce que si vous faites quelque chose qui en vaut vraiment la peine, ça se termine avant que vous ne sachiez ce qui s'est passé. Il n'y a que si vous faites quelque chose qui n'en vaut pas la peine que ça semble être une longue vie. Avez-vous remarqué ceci? À un certain jour, quand vous êtes très heureux, 24 heures, pouf, elles passent comme ça, comme un instant. Vous êtes malheureux, 24 heures sont comme 10 ans. N'avez-vous pas remarqué cela? Donc seuls les gens malheureux auront une longue vie. Les gens joyeux, la vie s'en va comme ça. Comme si elle ne durait que quelques jours, elle passe comme ça. Si vous créez ce que vous avez vraiment à cœur de créer. Donc, une chose que chaque jeune devrait faire, c'est, sans l'influence des camarades de votre tranche d'âge, sans l'influence de vos professeurs et de vos parents, sans la moindre influence, quelque part, vous devez rester seul, au moins pendant 2, 3 jours, et regardez cela. Dans quoi est-ce que je veux investir cette vie précieuse? Qu'est-ce qui va en valoir la peine aujourd'hui, et en valoir la peine dans 50 ans, pour que je m'y investisse? Vous investissez votre vie dans cela, quoi que ce soit, aussi petit ou grand que ce soit, peu importe. Si vous voyez que c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine, et que vous y investissez votre vie, ce sera une vie d'épanouissement. La seule chose que vous devez faire, c'est vous élever et étinceler comme une vie pleinement épanouie. Parce que quand vous allez merveilleusement bien, vous allez faire ce qui est nécessaire. Alors il ne va pas demander comment être motivé en me réveillant le matin. Vous ne devriez pas être une personne motivée. En général, quand on dit que quelqu'un est motivé, ça veut dire qu'il a ses propres plans. La vie n'a pas de plan. C'est à vous d'être une vie pleinement épanouie. Une sauterelle essaie d'être une sauterelle pleinement épanouie. Un ver de terre essaie d'être un ver de terre pleinement épanoui. Un oiseau essaie d'être un oiseau pleinement épanoui. Un arbre essaie d'être un arbre pleinement épanoui. Un être humain devrait s'efforcer de devenir un être humain pleinement épanoui. C'est tout ce qu'on a à faire. Mais chacun de nous se met à créer ses propres plans et à faire toutes sortes de choses. Non, non. Vous êtes juste un fragment de vie. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Parce que, avant vous et moi, un nombre incalculable de gens sont allés et venus. Oui ou non? Où sont-ils? Tous ces gens. Vous pensez qu'ils étaient tous idiots? Ils étaient tous idiots et ils sont morts, c'est ça? Non, eux aussi étaient comme vous. Peut-être qu'eux aussi étaient officiers, peut-être qu'ils étaient rois, plus que vous, toutes sortes de choses. Tous de la terre maintenant. Ceci aussi va devenir de la terre. Juste un petit laps de temps. La vie est un peu comme une étincelle. Quel âge a votre fils, monsieur? Donc, il y a 27 ans, où était-il, monsieur? Donc si quelqu'un n'est pas là, on dit qu'il est mort, n'est-ce pas? Il y a 27 ans, il était mort? On va lui donner 100 ans, monsieur. Dans 80 ans, il sera de nouveau mort. Oui ou non? Donc, il y a 27 ans, depuis combien de temps était-il mort, monsieur? Longtemps? Donc, dans 85 ans ou dans 80 ans, combien de temps va-t-il être mort, monsieur? Très longtemps. Donc, nous allons tous être morts pendant très longtemps. Nous ne sommes en vie que pendant un bref laps de temps. Oui, un très court laps de temps. Nous serons morts pendant très longtemps. Je veux que vous voyiez cela comme ça. Combien de temps serez-vous morts? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc disons que 10 000 ans, on est mort, ou 100 000 ans, on est mort, ou 1 million d'années, on est mort, d'accord? Combien de temps êtes-vous en vie en comparaison? Très très brièvement.
Ce que vous appelez la vie est une brève étincelle. La seule chose que vous devez faire, c'est vous élever et briller comme une vie pleinement épanouie. Quand il y a besoin de quelque chose autour de nous, on va faire ça naturellement, parce que quand vous allez merveilleusement bien, vous allez faire ce qui est nécessaire, n'est-ce pas? Quand vous êtes malheureux, vous allez être motivé. Oui? Dites-moi, quand vous êtes très heureux, est-ce que vous vous êtes observé? Vous êtes tellement gentil et merveilleux, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour n'importe qui, vous pliez en quatre si nécessaire, oui ou non? Quand vous êtes un peu frustré, ouh, comme c'est difficile. Donc, n'apprenez pas à vos enfants à être motivés par quelque chose. Tout ça, ce sont des bêtises venues de l'Occident. Tous ces livres de développement personnel de pacotille. Motivez-vous, gagnez en confiance, croyez en vous. Vous avez cru en Dieu et détruit une si grande partie de ce monde. Maintenant, vous croyez en vous, qu'allez-vous faire? Toutes ces bêtises viennent de l'Occident. Vous n'avez pas à être motivé. Vous devez juste voir comment faire en sorte que ceci soit en vie, à son plus haut niveau possible, là, tout de suite. S'il est pleinement vivant, il fera tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Ce qu'il ne peut pas faire, de toute façon, il ne le fera pas. Si vous observez un oiseau le matin, il y a des oiseaux ici, vous savez? D'où venez-vous, monsieur? Delhi? Tamil Nadu, Chennai? À Chennai, il n'y a peut-être pas d'oiseaux du tout, à part le corbeau. Donc ici, si vous voyez un oiseau, monsieur, un petit oiseau, le matin, il fait tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Allô? Tout ce qu'il peut faire, il ne va rien laisser. C'est tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous pouvez faire. Ce que vous ne pouvez pas faire, parfaitement ok. Un ver ne peut pas faire ce que fait un oiseau ne peut pas faire ce que fait un éléphant ne peut pas faire ce que l'on fait, oui ou non? Mais nous devons faire ce que l'on peut faire. Ce que l'on ne peut pas faire, peu importe. Ce que l'on peut faire doit avoir lieu. Pour cela, tout ce qu'il faut, c'est... Vous devez comprendre que la vie est une étincelle très brève. C'est juste boum 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 et fini. Oui ou non? Avant même de comprendre ce qui se passe, vous serez parti. À moins que vous ne soyez malheureux. Les gens malheureux ont une longue vie. Ce sont les seuls qui ont l'impression que la vie est longue. Si vous êtes très joyeux, pouf, ce sera fini, avant que vous ne sachiez ce qui se passe. Avez-vous remarqué, un certain jour, vous êtes très très heureux. 24 heures passées comme ça. Un peu malheureux, 24 heures semblent durer 10 000 ans. Oui ou non? Donc le temps est une expérience très relative, mais si vous comparez ça à la durée de votre mort, vous serez mort pendant des millions d'années. Vous n'êtes vivant que pour juste un peu. À ce moment-là, ne soyez pas motivé par quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous devez devenir une vie pleinement épanouie. Un garçon de 25 ans, il ne devrait pas devenir un être humain motivé. Il doit juste être une explosion de vie. Alors, il ne va pas demander « Comment être motivé en me réveillant le matin ?» Qu'est-ce qui vous motive? Rien. Si vous êtes vivant, vous allez bondir hors de votre lit, n'est-ce pas? Mais maintenant, la façon dont on mange, la façon dont on respire, la façon dont on fait les choses, et les stupéfiants et autres, tout. En général, le corps veut mourir. Il ne veut pas être en vie. Les gens, vous savez, tout cela vient de l'Occident. Les gens ont créé cette culture. C'est quoi déjà? Dieu merci, c'est vendredi. Les statistiques montrent que 70% des Américains détestent leur travail. Pas qu'ils ne l'aiment pas, ils le détestent. Si pendant 5 jours vous faites quelque chose que vous détestez, je ne sais pas comment vous profitez du week-end. La seule chose qui se passe pendant le week-end, c'est que vous êtes KO. Soit vous êtes saoul, soit vous êtes drogué, soit vous vous laissez aller à quelque chose, ok? Au-delà de ça, il n'y a aucun grand élan de joie, n'est-ce pas? Oui ou non? 70% des gens détestent leur travail. Comment vivez-vous comme ça? Pourquoi diable faites-vous quelque chose que vous détestez? Tout d'abord,
Si vous n'aimez pas faire ce que vous faites, vous ne devriez pas le faire, il y aura toujours quelqu'un pour le faire. Allô? Quelqu'un vient me voir, il dirige une grande multinationale, un PDG mondial. Il arrive en détresse et... « Sadhguru, je n'en peux plus. Ils me mettent tellement de pression tous les jours, je n'en peux plus. » Alors je le regarde, lève les mains et dit « Puisses-tu être renvoyé ?»« Oh, Sadhguru, Sadhguru, qu'est-ce que vous dites ?» Je dis « Eh vieux, tu souffres tellement. À quoi bon? Au moins, si tu es viré, tu pourras marcher sur la plage. Peut-être que quelqu'un d'autre fera ce travail un peu plus joyeusement que vous. Vous pensez que vous faites tourner la planète ou quoi? Allô? Qu'est-ce qui est si dur? Faites-vous tourner la planète? Est-ce que vous la poussez autour du soleil? Tout est gratuit, n'est-ce pas? Allô? Tout est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est être une vie pleinement épanouie. Ne vous constipez pas avec trop d'idées, de philosophie, de systèmes, de croyances, de stupides pensées et émotions avec lesquelles vous vous constipez et devenez moins que qui vous êtes. Non, vous ne devriez jamais être moins que ce que vous pouvez être, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à être aussi bon que quelqu'un d'autre, et vous ne pourrez jamais l'être, parce que tout le monde est différent. Mais vous ne devriez pas être moins que ce que vous pouvez être. Donc, vous n'avez pas besoin de motivation pour cela, vous avez besoin de vitalité. À 25 ans, si vous n'êtes pas très vivant, il vous faut un coup de manivelle. Chennai. Chennai, en général, est en vie très tôt le matin. Ce n'est pas comme Bangalore. Bangalore se réveille à 10 heures. Chennai est en vie à 5 heures du matin, en général. Donc, ne motivez pas vos enfants, ce n'est pas nécessaire. Vous devez voir comment faire en sorte qu'ils soient joyeux et vivants. Alors, leur corps et leur intelligence fonctionneront au mieux. Oh, vont-ils simplement être heureux et ne rien faire? Dites-moi. Êtes-vous prêt à en faire plus quand vous êtes heureux, ou êtes-vous prêt à en faire plus quand vous êtes malheureux? Quand vous êtes heureux, vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire, n'est-ce pas? Vous êtes prêt à renoncer à votre nourriture, à votre sommeil, et à faire ce que vous devez faire quand vous êtes très heureux, n'est-ce pas? Quand vous êtes malheureux, oh, comme c'est difficile de vous faire quoi que ce soit. Oui ou non? Donc une femme envoie un télégramme à son mari, qui est en formation pendant 3 mois, haut fonctionnaire, vous savez? Elle envoie un télégramme. Commence à t'inquiéter, le reste suivra dans une lettre. Ne vous infligez pas ça. À 25 ans, si vous commencez à vous inquiéter, le reste va suivre. Si vous ressentez de la tension, de l'anxiété, votre propre intelligence s'est retournée contre vous. Si vous comprenez que toute expérience humaine vient de l'intérieur, comment pouvez-vous ne pas vous concevoir à la perfection? Ingénierie intérieure signifie essentiellement vous amener vous-même à un état où toutes les facultés d'être humain travaillent pour vous. Ingénierie intérieure en ligne est désormais disponible en 11 langues. Ce que être sur le chemin du divin veut dire, c'est que vous n'avez plus vos propres bêtises. D'où viennent vos bêtises? Un peu de vos parents, un peu de la société dans laquelle vous vivez, le reste vous le concoctez. Oui? Oui ou non? Un peu de votre génétique, un peu des impressions externes,
En utilisant ces deux choses, vous concoctez le reste. Ce qui vient des situations externes est extrêmement fragmenté, des bribes. Peut-être que ces informations sont utiles à votre survie. Elles le sont. Ce qui vient de vos gènes... Vous savez que Charles Darwin vous a dit que vous étiez un singe. Donc si vous dites, ma génétique décide de qui je suis, l'affaire des singes ne va pas se terminer, jamais. Parce que même maintenant, entre votre ADN et celui d'un chimpanzé, il n'y a que 1,23% de différence. Votre évolution, ce n'est que ça. Donc, plus vous dépendez de votre génétique, plus vous devenez un singe. Je dis un singe parce que si vous suivez votre génétique, vous devenez cyclique. Si vous voyagez comme ça, un seul instant, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez partir sur une tangente. Si vous avancez comme ça, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, vous ne partez pas sur les côtés. Donc, être sur le chemin du divin veut dire, en premier, vous libérer de votre génétique. C'est dans ce contexte que l'on dit que Shiva est Swayambhu. Ça veut dire qu'il n'a pas de filiation. Il l'a laissé tomber. Il s'est nettoyé de sa mère et de son père. Pas de père, pas de mère, juste lui. Parce que qui dit génétique, dit répétition. Qui dit répétition, dit nature cyclique. Nature cyclique veut dire que vous tournez en rond, vous n'allez nulle part. Donc, cette affaire de soi et tout ça, lire des fragments de Vedanta, s'il vous plaît, arrêtez ça. Ne lisez pas tous ces trucs, moi et ma conscience et mon observateur, et où est l'observateur, observant l'observateur, observant, 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 observant. Vous pouvez continuer sans fin. L'observateur observe l'observateur, et l'observateur observe l'observateur, observer, observant, observant, observer. C'est juste un jeu mental. Des ignorants faisant comme s'ils savaient. C'est ce qui se passe. Les philosophies vont prospérer. Les philosophies, plus une société est philosophique, ou plus un être humain est philosophique, plus il déclare clairement au monde que ce qu'il fait, c'est prétendre, ce qu'il ne sait pas, il fait comme s'il le savait. Les gens simples, pragmatiques, ils savent qu'ils ne savent pas. Et ils sont fiers de ne pas savoir. Ça, c'est un problème, mais au moins, ils savent qu'ils ne savent pas. Donc, ne tombez pas dans ce piège d'intellectualiser l'existence. Avec beaucoup de confiance, vous utilisez ce mot, existence. Mais savez-vous ce qu'est l'existence? Est-ce que quiconque sait ce qu'est l'existence? Est-ce que quiconque le sait? Personne ne le sait. Donc quand on parle, quand vous utilisez des mots dont on ne connaît pas le sens, ça s'appelle du n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais ça peut être du n'importe quoi très précieux socialement, parce que ça jette le trouble. Si vous parvenez à jeter le trouble chez quelques personnes, ils vont peut-être croire que vous êtes intelligent. Vraiment. Si vous voulez être perçu comme un intellectuel, vous devez juste jeter le trouble chez quelques personnes. Vous n'avez pas à apporter de la clarté à qui que ce soit. Le travail, la spiritualité, ou le travail spirituel, consiste à apporter de la clarté, pas de la confusion. Rendre confus, on le fait seulement quand les gens ont de profondes conclusions. Quand les gens ont des conclusions dans leur mental dont ils croient qu'elles sont tout,
alors on les rend un peu confus, pour que leurs conclusions s'assouplissent. Une fois, Shankaran Pillai a gagné le loto de l'État de Meghalaya. Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle existe toujours ou c'est fini? Pas de loterie. D'accord, à cette époque. En 1984. On change la date, où est le problème? Après tout, c'est nous qui avons inventé les dates, on peut les utiliser comme on veut, n'est-ce pas? Pas maintenant. En 1984, il a gagné au loto. Et les gens se rassemblent, la presse se rassemble et tout le monde dit « Waouh, vous avez gagné à la loterie. 6 millions. » Vous avez entendu ça à l'époque, n'est-ce pas? Donc, comment avez-vous obtenu ce numéro gagnant? Alors Shankaran Pillai dit, j'ai fait 3 nuits de suite, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, ça disait le chiffre 8, le chiffre 8, le chiffre 8 3 fois. 3 fois, c'est apparu, 8, 8, 8. Alors je me suis dit, 3 fois 8, ça fait 32. Et j'ai choisi le billet 32, et je l'ai eu. Et les gens disent, 3 fois 8, ça ne fait pas 32, ça fait 24. Il dit, quelle importance, j'ai gagné le loto. Donc je vous le dis, l'existence ne rentre pas dans votre logique. Elle n'est pas logiquement correcte. Elle n'est pas logiquement correcte. Mais elle est fantastique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que votre logique est trop limitée, n'est-ce pas? Non, l'existence n'est pas correcte. Pourquoi ne rentre-t-elle pas dans ma logique? Ceci est l'argument d'un fou, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle est. Si votre logique ne rentre pas dedans, il y a un problème avec votre tête, pas avec l'existence. Mettre un enfant au monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas que les enfants c'est mal, on était tous des enfants il y a quelque temps. Il ne s'agit pas de savoir si les enfants c'est bien ou mal, c'est une question stupide. Ce n'est même pas une pensée, d'accord? C'est une chose stupide de se demander si c'est bien ou mal. C'est juste que... il fut un temps où une femme avait facilement une douzaine d'enfants au cours de sa vie. Et c'était normal. 3, 4 d'entre eux mouraient, 7, 8 vivaient. C'était normal. Maintenant, la plupart des femmes qui ont des enfants ici en ont probablement 2. Certains se sont faufilés et ça en fait 3. En général, la plupart des femmes ont... Y a-t-il beaucoup de femmes? Laissez les femmes de plus de 50, 60 ans. Les femmes plus jeunes, y a-t-il quelqu'un qui a 4, 5 enfants ici? Presque personne, n'est-ce pas? Mais si vous posiez cette question il y a environ 50 ans, quasiment toutes les femmes, au début de la trentaine, auraient eu 5 enfants ou 6 enfants. Donc vous, quelque part, vous êtes devenu sensé. Vous avez décidé qu'au lieu d'en avoir 6, ayons-en 2 ou 1. Donc si vous pouvez avoir au moins ce niveau de bon sens, en ce moment, on en est à un stade où, si on doit nourrir, vêtir et offrir une vie décente à ces 7 milliards de personnes, on a besoin, pour les niveaux de vie qu'on a en tête, pour les niveaux auxquels la plupart des gens aspirent, on doit importer nos ressources
d'au moins 3 autres planètes Terre. Il nous faut au moins 3 planètes de plus. On pourrait le faire, c'est juste qu'elles ne sont pas là. Si elles étaient là, pas de problème, on aurait pu aller tirer une planète près de nous et utiliser cette planète, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve cette autre, c'est bien de modérer votre reproduction, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on trouve des planètes en plus où l'on peut exporter notre population, c'est bien de modérer votre reproduction, autrement personne ne vivra bien sur cette planète. Peu importe quelle technologie vous apportez, peu importe ce que vous faites, personne ne vivra bien sur cette planète si vous continuez à augmenter. Quand je dis continuer à augmenter, je veux que vous compreniez le niveau d'accroissement qu'on a causé. Au début du XXe siècle, on n'était que 1,5 milliard de personnes sur cette planète. En un siècle, en 110 ans, on atteint les 7 milliards de personnes. Et on est technologiquement plus avancé que jamais auparavant. Ce que 1000 hommes ne pouvaient pas faire, pouvaient faire, aujourd'hui un homme peut le faire, du fait des machines et autre chose qu'on a. Maintenant, les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, on sera 9,6 milliards. À 9,6 milliards de personnes, même si la Terre est exploitée au rythme actuel ou bien plus, chacun de nous devra vivre avec 40% de ressources en moins par rapport à aujourd'hui. Quand je dis ressources, ne pensez pas à des choses luxueuses, je parle de nourriture, d'eau, d'air, ces ressources-là. Vous allez devoir vivre avec 40% de moins. Ça veut dire que personne ne vivra bien. Oui? Seules quelques personnes qui contrôlent certaines choses iront bien. Toutes les autres souffriront énormément. Donc, juste selon les fantaisies de chacun, continuez à faire des choses. L'humanité ne peut plus se le permettre. Il est temps que les êtres humains fonctionnent consciemment. Que juste arriver à 0% de croissance ne suffit pas. On doit passer en négatif. Au lieu de prédire qu'en 2050 on sera 9,6, pourquoi ne peut-on pas déterminer que d'ici 2050 on sera 3,5 ou 4 milliards de personnes? Être humain signifie tout faire consciemment. Qu'est-ce que cette compulsion d'avoir un enfant? D'une part, c'est biologique. Biologiquement, avoir un enfant n'est pas une expérience agréable, laissez-moi vous le dire. Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un qui a accouché. C'est juste la satisfaction d'être impliqué dans quelque chose. C'est la satisfaction de voir quelque chose comme une partie de soi-même. Si vous en avez la volonté, vous pouvez connaître cette satisfaction avec quasiment n'importe quoi dans votre vie. Si vous êtes engagé et impliqué dans quelque chose dans votre vie, cette satisfaction est très bien prise en charge. Ceci n'est pas une campagne contre les enfants. C'est une campagne pour les futurs enfants. Pour que les générations futures vivent bien, nous devons mener nos vies consciemment. Mener notre vie consciemment a un aspect majeur en ce moment, parce qu'on ne peut pas agrandir la planète, vous devez diminuer la population. Il n'y a pas d'autre moyen. Soit vous le faites, soit la nature va le faire. Quand la nature le fait, ça ne sera pas sympa. Ça ne sera pas sympa du tout. J'ai fait tout ce qui aurait pu me tuer 2 douzaines de fois. Pas simplement par fierté,
égoïste, ou vous voulez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Il s'agit de vous pousser au-delà de vos limites, quelque part. Les jeunes sans aucun sens de l'aventure ne sont pas des jeunes. La première question est de Géorgie. Sadhguru, nous savons que vous êtes toujours partant pour l'aventure, mais beaucoup de jeunes se lancent sans réfléchir dans les sports d'aventure. Et ils perdent même leur vie. Quelle est votre suggestion pour les jeunes qui se lancent dans les sports d'aventure? Eh bien, je n'ai pas le droit de donner des conseils à qui que ce soit dans ce domaine. Parce que j'ai fait tout ce qui aurait pu me tuer 2 douzaines de fois. Mais je suis là, d'une façon ou d'une autre. Donc, voyez, quand on dit aventure, vous pouvez avoir des projets dans votre vie, ou vous pouvez avoir de l'aventure. Aventure veut dire, vous ne savez pas où vous allez poser le pied au coup d'après. C'est ça l'aventure. Ça veut dire qu'il y a du danger. Aucun danger, tout est sûr, il n'y a pas d'aventure, n'est-ce pas? C'est une entreprise. Je ne suis pas contre les entreprises, mais vous parlez d'aventure. Cela veut dire que vous voulez vous engager dans quelque chose que vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Si vous vous engagez dans ce que vous connaissez et que c'est prévisible, ce n'est pas une aventure, c'est juste une activité. Donc, je dois vous dire ceci. Pourquoi devrais-je vous dire tout cela et faire quelque chose de fou à des gens un peu fous? Eh bien, une chose, mon père, le médecin, est constamment inquiet pour moi. Sa plus grande inquiétude était, et il se tapait la tête et disait, « Ce garçon n'a aucune peur au cœur, que va-t-il lui arriver ?» J'ai entendu ce discours à partir de 5 ans, 6 ans. Il n'a aucune peur, que va-t-il se passer, que va-t-il se passer? Un jour, j'avais à peu près 11 ans et il a dit la même chose. Il n'a aucune peur, parce que un cobra d'environ 3 mètres est arrivé, je l'ai juste ramassé et suis parti. Donc il est un peu... C'est la première fois qu'il le voit, je le fais depuis l'âge de 6 ans. La première fois qu'il l'a vu. Et puis, il avait un scooter Vespa. À partir de 9 ans, j'ai roulé avec, sans qu'il le sache. Je le nettoyais pour lui, mais je roulais avec. Alors un jour, vous savez, devant notre maison, la route est en pente comme ça. J'arrive juste et je me mets au neutre et je suis debout sur le siège et... J'arrive comme ça, sur le scooter Vespa. Il m'a vu et son cœur s'est arrêté. Alors il a dit, « Ce garçon n'a pas de peur au cœur, que faire ?» Puis je lui ai demandé, quand la peur est-elle devenue une vertu? Il a dit, « Voyez, je vous ai dit, il n'a pas peur. » Alors, pourquoi pense-t-on que l'on doit entrer dans la vie dans la peur? Si vous avez peur, la peur est l'une des pires émotions que les gens traversent dans leur vie. La raison pour laquelle il y a de la peur, c'est que vous imaginez quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Allô? Vous imaginez quelque chose, donc vous ne souffrez pas d'une certaine situation, vous souffrez de votre propre imagination. Non, l'imagination est une chose fantastique, vous êtes architecte, vous devez imaginer, mais si chaque bâtiment que vous imaginez, si vous avez peur qu'il s'effondre, ça va vous rendre fou. Même en architecture, il y a de l'aventure, n'est-ce pas? Vous devez voir Ranakpur, avez-vous vu Ranakpur? Au Rajasthan, vous devez voir ça. Ranakpur a aussi Kumbhalgarh, à moins de 20 km. C'est le 2e plus grand mur de la planète. La plupart des Indiens le savent parce que nous gardons toutes les choses dont nous devrions être fiers secrets. C'est à Kumbhalgarh, près de là se trouve Ranakpur. Cet architecte est un homme fou. Mais c'est un fou vraiment super sain. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Voyez, si vous construisez un bâtiment, c'est un temple avec 1000 colonnes. Si vous pensez à la sécurité, qu'allez-vous faire? Juste au cas où, au bout d'un certain temps, si une colonne s'effondre, parce qu'à cette époque, le matériau n'est que de la pierre, il n'y a pas d'acier et de béton et autres.
vous vous assureriez que, si une colonne tombe, il y aura une autre colonne qui va faire tenir le temple. Non, il l'a construit de telle manière, son audace est telle, si vous abattez une colonne, le temple tout entier va s'effondrer. Sa fierté pour son intelligence et ses capacités est telle qu'il l'a fait de telle manière que si une colonne tombe, le temple ne devrait pas exister. Et il tient debout depuis plus de 500, 600 ans, sans aucun problème. Vous verrez quelque chose comme ça au centre de yoga. Nous avons construit un dôme elliptique, pas d'acier, pas de béton. Et au sommet, il ne fait que 20 cm d'épaisseur. Et juste pour faire peur aux gens, j'ai laissé un trou de 3 mètres de diamètre. Les gens ont dit, ça va s'effondrer. Ça ne va pas s'effondrer. Si il n'y a aucune aventure dans votre vie, dans quoi que vous fassiez, peu importe, dans tous les domaines de la vie, il y a de la place pour l'aventure. Ça veut dire que vous devez faire confiance à vos capacités et compétences, et faire un pas de plus que ça. Il y a un risque, bien sûr. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'aventure, n'est-ce pas? Alors, des jeunes vont-ils se tuer? Oui, malheureusement, parfois c'est le cas. Avant mes 35 ans, au moins 12, 13 de mes amis sont morts. Certains en moto, certains en deltaplane, et toutes les choses qu'on faisait ensemble, certains d'entre eux sont morts. Eh bien, elles ne m'ont pas tué, mais... pourrais-je vivre sans avoir fait toutes ces choses? Non. Même si une de ces situations m'avait tué, je le ferais quand même. Pas simplement par fierté égoïste, où vous voulez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vous pousser au-delà de vos limites, quelque part. Mais aujourd'hui, le monde est bien plus organisé, il y a beaucoup d'équipements. Quand nous le faisions, des choses folles, nous n'avions aucun équipement, d'aucune sorte. On faisait juste des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des équipements de sécurité, il y a des systèmes, il y a des filets, il y a tant de choses. Eh bien, l'un de vous devrait lancer une entreprise d'aventure et apporter le bon équipement et tout. Voyez là maintenant, certains jeunes garçons, quand ils ont un 2 roues, ils veulent faire des cascades, comme j'en faisais, à rouler debout sur le scooter. Ils veulent faire ces choses. Je dis, si vous ne pouvez pas les arrêter, la seule chose c'est qu'ils ne devraient pas faire ça dans la rue. Nous devons créer un espace où ils peuvent le faire avec un niveau raisonnable de sécurité. Est-ce sûr à 100%? Non. Rien n'est à 100% sûr. Nous sommes tous mortels, n'est-ce pas? Mais nous devons créer des niveaux raisonnables de sécurité, où la jeunesse connaîtra l'aventure avec un minimum de risque. De l'aventure sans risque, une telle chose n'existe pas. J'étais l'un de ceux, les gens ont été très surpris, quand j'ai parlé en faveur de Jallikattu, au Tamil Nadu. Ils ont dit, Sadhguru, vous ne pouvez pas dire ça. J'ai dit, voyez, êtes-vous capable de construire des stades dans chaque village? Pouvez-vous les faire jouer au football, à ceci, à des sports d'aventure, tout ça dans les villages? En êtes-vous capable? Il n'y a vraiment rien. La seule chose qu'ils ont, c'est un sport traditionnel, auquel une fois par an ils jouent, qui est risqué, bien sûr, mais ça vient d'une tradition de faire quelque chose. C'est risqué pour l'animal, c'est risqué pour l'homme, à vrai dire, plus risqué pour l'homme que pour l'animal. Quand j'ai parlé en faveur de tout ça, tout le monde a résisté, vous ne pouvez pas dire ça. J'ai dit, voyez, des jeunes sans aucun sens de l'aventure ne sont pas des jeunes. Vous pouvez déjà les enterrer comme des vieillards. Ils doivent faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire des choses folles dans la rue. Nous pouvons créer des situations et des espaces où ils peuvent faire ça avec un niveau raisonnable de sécurité. Il n'y a pas de sécurité absolue. Certains des parents qui sont ici ne sont pas d'accord avec ça, mais autrement, ils vont le faire dans un endroit où vous ne pouvez pas le voir. C'est une chose que j'ai remarquée aux États-Unis. En particulier, notre centre est dans le Tennessee, donc je vois simplement ça. Si vous allez dans un magasin, je vais dans un magasin de motos et je vois qu'ils ont fait des motos pour des enfants de 3 ans. Ils ont vraiment construit des motos pour eux.
Des enfants de 3 ans roulent à fond, en motocross. J'ai trouvé ça super. Les parents sont là, entièrement casqués, vestes, tout. Et ils font de la moto. C'est génial, parce que cela doit arriver. Autrement, ils vont faire quelque chose de fou à 15, 16 ans, sans aucune formation, sans aucune préparation, sans l'équipement de sécurité. Dans ce cas, on ne sait pas comment ça va se terminer. De toutes les choses, une cacahuète, vous savez? Je suis particulièrement passionné par la cacahuète parce que il y a eu une période de ma vie où je ne me nourrissais que de cacahuètes et de bananes, c'est tout. Parce qu'elles ont tout ce qu'il vous faut. Juste des cacahuètes trempées, une poignée, ça, de cacahuètes trempées pendant la nuit, une banane, ça me faisait toute la journée. Je suis parfaitement actif, plus actif que ce que la plupart des gens pourront jamais imaginer. Ça a tout pour vous soutenir. C'est un aliment complet à lui seul. Si vous la faites tremper pendant plus de 6 à 8 heures, cela fait disparaître certains aspects appelés pitta. Vous savez ce que c'est, pitta? Les médecins allopathes ne regardent pas ça, mais l'Ayurveda est basé là-dessus. Ushna, Chitta et Pitta. Ça enlève le pitta, on prend cette cacahuète trempée, on la mâche bien et on la mange. Assurez-vous juste que ce n'est pas, je ne sais pas quelle bêtise génétiquement modifiée. Une chose, c'est que elle pourrait être génétiquement modifiée. Il ne déclare plus ce qui est modifié et ce qui ne l'est pas. Une autre chose, c'est que vous injectez des engrais et des pesticides à tel point que la cacahuète n'est plus une cacahuète. Veillez juste à ce que ce soit quelque chose d'un peu plus bio. Si vous voulez petit déjeuner, vous voulez une recette. Vous prenez une poignée de cacahuètes, vous les faites tremper dans de l'eau pendant 6 à 8 heures, vous les mettez dans le mixeur, si vous voulez ajouter des fruits, vous ajoutez une banane ou tout ce que vous voulez. La banane va bien, vous pouvez ajouter n'importe quel autre fruit. Si vous voulez mettre un peu de miel dedans, 2 minutes. Vous avez un excellent petit déjeuner tout prêt, ça prend 2 minutes à faire. Et si vous le voulez un peu plus liquide, ajoutez plus d'eau et buvez-le simplement. Si vous le voulez comme un porridge, vous le faites épais et vous le mangez. Vous allez voir, facilement, ça va vous faire tenir 4 à 5 heures. Et c'est hautement nutritif.